Jules-Henri Poincaré est né en 1854, c'est-à-dire à la fin du XIXe siècle, au milieu du XIXe siècle, pardon, et il est décédé brutalement le 7 juillet 1912 à Paris. Alors, Jules-Henri Poincaré est un personnage très énigmatique. En effet, il est mort prématurément et il a toujours été très solitaire, car si on avait à parler de chercheurs indépendants en sciences, on pourrait dire de Poincaré qu'il était un chercheur indépendant dans toutes les sciences. En effet, il commence sa vie comme ingénieur. Il est diplômé de l'école polytechnique. Il est major de l'école polytechnique. Il est bien sûr mathématicien, connu comme étant l'un des plus grands mathématiciens du monde. Il est physicien. Il est géodésien. Il est géophysicien. Et il est philosophe des sciences. Voilà qui est Jules-Henri Poincaré. Alors, on ignore beaucoup de choses sur lui. En effet, qui sait que c'est lui qui a pulvérisé en 1889 le déterminisme dans les sciences? Personne ne l'a suivi. Il a fallu attendre très longtemps après sa disparition pour s'apercevoir ô combien cet homme était un génie d'une intuition fulgurante. Ainsi, celui qui l'a connu le mieux, son beau-frère, qui était professeur de philosophie à l'École normale supérieure de Paris, disait de son beau-frère, Jules-Henri, car partout, il est connu comme étant Henri Poincaré. En fait, il s'appelait Jules-Henri Poincaré. Jules-Henri Poincaré était, selon son beau-frère, beaucoup trop haut et beaucoup trop loin pour être compris de ses contemporains. Il avait une vision d'aigle, alors que ses contemporains scientifiques avaient une vision de fourmi. Voilà qui est Jules-Henri Poincaré. Alors, Jules-Henri, pourquoi Jules-Henri? Et pourquoi est-il devenu Henri pour la tradition? Eh bien, dans l'histoire des sciences. C'est une histoire étonnante de fonds baptismaux. En effet, Jules-Henri Poincaré naît en 1854 à Nancy. Et il est baptisé. Et on est à une époque, c'est le Second Empire, où le baptême chrétien sert de référence civile. Et il y a un vicaire qui a mal noté le prénom de Poincaré. En effet, au lieu de mettre Henri-Jules, Jules était le nom du grand-père de Poincaré, alors que ses parents voulaient l'appeler Jules-Henri. Le vicaire s'est trompé et il a marqué Henri-Jules sur l'acte de baptême. Et comme l'acte de baptême est vraiment celui qui atteste l'état civil de l'enfant, on a donc appelé cet enfant Henri Poincaré. Mais pas sa famille. En effet, ses proches l'ont toujours appelé Jules-Henri. Alors, si on avait à décrire ce très grand personnage, un très grand personnage complètement oublié aujourd'hui, qui n'est connu que pour ses
travaux mathématiques très redoutés par les futurs polytechniciens, des équations différentielles de n degrés, mais sait-on qu'il était un des plus grands découvreurs et un des plus grands inventeurs des sciences. Qu'est-ce qu'il a laissé comme travaux? Des travaux dont ses successeurs se sont empressés de publier en leur nom. Alors, cela va risquer d'en surprendre plus d'un. La relativité qu'on attribue au seul Einstein, en fait, elle est à l'origine de Poincaré. En effet, en 1904, donc une année avant que Einstein publie sa loi de la relativité qui serait de ce fameux Poincaré. En effet, en 1898, il va proposer la théorie de la relativité. Il va proposer la théorie de la relativité et l'Académie des sciences de Paris n'en veut pas. Pourquoi? Ça n'intéresse pas. Ça n'intéresse pas la science française. En effet, on approche du début du XXe siècle. C'est une certaine révolution scientifique et on ne veut surtout pas sortir des sentiers battus. Le déterminisme que Poincaré a pulvérisé en 1889, et comment a-t-il pulvérisé ce déterminisme? En remettant en question les lois de Newton. En effet, qui sait parmi le grand public que c'est Poincaré qui va dénoncer les erreurs de Newton? En effet, Newton a en effet trouvé des équations qui sont parfaitement adaptées lorsqu'il s'agit de l'attraction de deux corps. Tiens, la voilà, la fameuse loi d'attraction. L'attraction de deux corps. Mais Poincaré, qui est dans une démarche plus intuitive que analytique, va être en désaccord avec Newton. Car quand il y a un troisième corps qui vient s'ajouter à la danse de deux corps, par exemple la Terre et la Lune, si le Soleil vient s'ajouter, il est un véritable trouble fait. Et les équations de Newton ne sont plus opérantes. Autrement dit, les lois de Newton sont opérantes pour une attraction des corps. La fameuse loi d'attraction dont on parle partout. Là voilà la loi d'attraction. Mais pour Poincaré, il fallait aller beaucoup plus loin que la loi d'attraction. Il fallait aller dans ce que proposent les alchimistes, dans ce que disaient les alchimistes à propos justement de la loi d'attraction des corps. Il fallait dépasser la loi d'attraction. Poincaré va la dépasser, la loi d'attraction, en proposant une nouvelle loi, qui est une loi non linéaire, alors que le linéaire, c'est tout ce qui va avoir un commencement, un milieu et une fin, alors qu'en fait, le non linéaire n'a ni début, ni milieu, ni fin. Et Poincaré va aller rechercher une loi qui avait été complètement oubliée depuis le XVIe siècle, la loi de la transformation. En effet, les orbites se déforment, se transforment, quand il y a plus de deux corps célestes qui se rencontrent. La loi d'attraction n'est plus opérante. Poincaré dit que la loi d'attraction est une loi complètement physique, binaire, qui concerne deux corps. L'attraction est une loi physique extrêmement primaire. Il propose une nouvelle loi universelle, la loi de la transformation. Les alchimistes avant lui l'avaient devancée. C'est la fameuse loi des alchimistes de la Renaissance.
la fameuse transformation, la transmutation. Et Poincaré avait la même démarche que les alchimistes. Je ne suis pas sûr qu'il ait la connaissance des alchimistes, mais il en avait en tout cas la manière de penser. Il avait la même manière d'opérer. Alors il va pulvériser en 1889 le déterminisme newtonien. Il va remettre en question le temps et l'espace absolu. Et personne n'en tiendra compte. Pourquoi ? Parce qu'il y a un risque de déstabilisation. En effet, les sciences françaises ne sont pas prêtes d'accepter de remettre en question Newton. Or, Newton s'est trompé et personne ne l'a su. Jules-Henri Poincaré, 35 ans, polytechnicien, ingénieur des mines, mathématicien, physicien. Alors, Poincaré est un être d'exception. Pourquoi ? Il a participé à toute la recherche scientifique de la fin du XIXe siècle jusqu'à son décès en 1912. Marie Curie fait appel à Poincaré parce qu'elle bute sur une équation mathématique. Poincaré la rectifie, elle invente la radioactivité. Röntgen est sur les rayons X. Röntgen se déplace, rencontre Poincaré à l'école polytechnique. Il lui demande de l'aider parce qu'il n'arrive pas à résoudre une équation mathématique. Très simple, lui dit Poincaré. Mon cher Röntgen, vous avez fait simplement une inversion de signe. Tenez, regardez, mettez un plus ici et mettez un moins là, et vous avez vos rayons X, mon cher. On l'appellera les rayons Röntgen. Ah non, monsieur Poincaré. Ah non, 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 non. Ah non. Si je ne vous avais pas rencontré, les rayons X seraient restés dans les cartons. Röntgen. Poincaré, il est comparable à un réparateur d'automobile. Est-ce que c'est lui qui a inventé l'automobile ? Le réparateur, non, il se contente de réparer. Voilà ce qu'est Poincaré, cher Röntgen. Ah, Röntgen, avant de partir. Oui, monsieur Poincaré. Je vais vous faire une prédiction. Ah, une prédiction, monsieur Poincaré? Oui. Grâce à vous, Röntgen. Grâce à votre découverte. Grâce à votre invention. On verra bientôt, très bientôt, à l'intérieur du corps humain. En effet, Poincaré venait de devancer tout le monde. C'était l'invention de la radiographie. Qui parmi vous connaissait cette petite anecdote? Qui savait que Poincaré, avant même que la physique quantique naisse, a dit à Saint-Louis, en 1904, il nous faut trouver une nouvelle mécanique qui nous permettra à la physique d'aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. Il faut que la physique sorte de la matière pour aller jusqu'à la frontière de l'esprit. Nous devons impérativement inventer une nouvelle mécanique, une nouvelle physique. Poincaré va donc être à l'avant-garde de toutes les sciences. D'ailleurs, après sa mort, il n'existe aucune biographie de Poincaré. Aucune. Pour quelle raison ? Parce qu'il a dérangé toute son existence. Poincaré avait beau être surdiplômé, polytechnicien, docteur en sciences mathématiques,
physicien, astronome, je l'ai oublié. Il a terminé sa carrière comme président d'honneur de l'Observatoire de Paris. Personne ne sait que Poincaré est à l'origine de tous les câbles marines. Personne ne sait que Poincaré est à l'origine de toutes les différences d'heures de continent à continent. Parce qu'il a été président du Bureau des longitudes. Il y en a beaucoup qui le savent, ça, mais très peu, puisqu'il n'y a aucune biographie de Poincaré. Il n'y en a aucune de moi non plus, je vous le dis tout de suite, hein, mais je ne suis pas Poincaré. Et donc, il n'y a aucune biographie de Poincaré. On démontre, je crois, qu'il y a 56 biographies d'Einstein. Poincaré, on ne peut savoir du tout, quel est son véritable parcours. Pourquoi ? Alors, c'est un seul document qui nous est présenté, c'est le discours funèbre après son départ de ce monde, et Poincaré a été considéré par le secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences de Paris comme étant le cerveau vivant de toutes les sciences. En effet, il était le dernier savant à avoir dominé toutes les sciences. Cela, il faut qu'on l'entende. Alors, c'est lui qui est à l'origine de la sortie de ces fameuses dimensions où l'être humain doit évoluer sur 2, 3 dimensions. Il faut savoir que lorsque Poincaré intervient au niveau de l'Académie des sciences, pour pouvoir justement faire comprendre qu'il fallait passer non pas 2, 3 dimensions, mais il en fallait 4, il en fallait 5, il en fallait N dimensions. Il y a un petit groupe d'étudiants qui ont une grande curiosité, et particulièrement pour ce qui vient de la France. Nous sommes en Suisse. Nous sommes à Zurich. Et dans ce petit groupe de réflexion, il y a un certain Albert Einstein. Ce jeune Albert Einstein a une particularité par rapport à ses camarades de cours. En effet, il parle et il écrit couramment le français. Et voilà que Poincaré se trouve en présence d'un tout petit livre de sciences, de philosophie des sciences, qui s'appelle « La science et l'hypothèse ». Et ce petit groupe porte le nom de les Olympiades, si je me souviens bien. Ils se réunissaient tous les jeudis soirs, dans un café, en face de l'école polytechnique de Zurich. Einstein est un élève très moyen, un étudiant très moyen. Mais par contre, il est d'une curiosité insatiable. Et il cherche le moyen de se démarquer des autres. Alors il va donc dévorer le petit livre de Poincaré, La science et l'hypothèse, que je vous conseille de vous procurer. Vous pouvez vous le procurer à la Fnac. Il est en vente. Et il est encore très vendu. Ce tout petit livre, eh bien, vous y retrouverez le départ de la loi de la relativité. C'est ainsi que Einstein s'est dit, mais il a tout compris, celui-là. En effet, il faut sortir des 3 dimensions. Il faut aller jusqu'à 4 dimensions. Il faut remettre en question le temps et l'espace. Einstein dévore ce petit ouvrage. Il lit le français. Il va traduire à ses camarades l'ouvrage de Poincaré. Et vous savez ce qu'Einstein dira ?
celui-là, il a tout vu et il a tout compris. Comment s'appelle-t-il ? Henri Poincaré. Henri Poincaré. Il faut le suivre, mes amis. Il faut le suivre, car c'est un inventeur des sciences tout à fait exceptionnel et remarquable. Il venait de, comment dirais-je, de penser à cette loi de la relativité qu'il va bâtir, pas tout seul, avec tout son petit groupe des Olympiades. Et c'est ainsi qu'ils vont proposer à une université allemande, où justement le principal scientifique de cette université allemande est un ennemi juré de Poincaré. Et c'était une revanche formidable que de pouvoir publier quelque chose qui pouvait appartenir à Poincaré, car il faut savoir, alors là, je sais que je ne vais pas m'attirer que des amitiés. Pourquoi ? Parce que la loi de la relativité aurait été, je reste au conditionnel, je n'ai pas vécu cela de façon personnelle, ce sont des rencontres que j'ai faites dans ma vie qui m'ont apporté des preuves comme quoi Poincaré avait précédé Einstein dans le calcul de la loi de la relativité. Et c'est lui qui avait même dit qu'il ne fallait pas s'arrêter à une relativité restreinte, mais qu'il fallait aller beaucoup plus loin. Pourquoi ? Parce que c'était un très grand visionnaire. Alors Poincaré était autant un grand visionnaire que quelqu'un de très simple et de très humble. Et c'est justement cette simplicité, cette humilité qui n'était pas du tout feinte, qui était sa nature profonde. Poincaré ne communiquait pas, il ne parlait à personne. C'était un solitaire. Il donnait l'impression d'être toujours perdu dans un rêve mathématique. Et il disait, oh que non, que quand il rêve, c'est certainement pas aux mathématiques. Non. Il rêvait à quoi ? Il rêvait à tout ce qu'il était en train de découvrir et d'inventer. En effet, c'était un inventeur né. Poincaré ne contestera pas la paternité de Einstein concernant la relativité. En effet, il est certainement le visionnaire de la relativité générale, beaucoup plus que la relativité restreinte qui ne l'intéressait pas. Ce qui l'intéressait, c'était l'infiniment grand et l'infiniment petit. On était au tout début de ce qu'allait être la physique quantique. Poincaré est un grand personnage. Alors, il faut savoir que pourquoi ne s'est-il pas battu pour prouver que la loi de la relativité était de lui ? Eh bien, c'est très simple. D'abord parce qu'en 1905, lorsque le jeune Einstein, inconnu de tout le monde, qui n'était qu'un tout petit diplômé d'une très grande école, qui était l'école polytechnique de Zurich, il était sorti d'ailleurs plus proche des derniers que des premiers, et à tel point c'est qu'il n'était pas du tout engagé comme physicien nulle part. Il travaillait dans un obscur petit cabinet de brevets à Berne. Ça, beaucoup de monde le sait. Alors ce qu'on sait moins, c'est pourquoi Poincaré ne s'est pas battu
pour prouver qu'avant tout le monde, il avait vu la loi de la relativité générale. Tout simplement. D'abord parce que ça ne l'intéressait pas. Il avait été, comment dirais-je, il avait été refusé par l'Académie des sciences de Paris qui disait écoutez, on a autre chose à faire que de s'occuper de votre loi de relativité. Pendant ce temps-là, Einstein concoctait la sienne. Il reprenait point par point tous les travaux de Poincaré et il habillait bien sûr ses travaux et il les mettait au nom d'Einstein. Ce que je dis, on peut le prouver, hein. Attention, je ne suis pas le seul à le dire, mais tous ceux qui osent remettre en question la légende Einstein, ce demi-dieu des sciences, se sont toujours retrouvés blackboulés, contestés, violemment critiqués. Pourquoi ? Parce qu'il est évident qu'une grande partie des sciences va se fonder sur la loi de la relativité générale. Alors Poincaré dans tout ça, Poincaré est convoqué à l'Académie des sciences de Paris. Oui, oui, vous m'entendez ? Nous sommes en 1906. 1905, ne croyez pas, ça n'a pas fait grand bruit. Personne ne s'est intéressé à cette fameuse loi de la relativité restreinte d'Einstein. Personne ne connaissait Einstein. C'est le premier qui a publié, Poincaré malheureusement a publié en second, parce que finalement de Guerlas il a publié, mais c'est le premier dans les sciences, même s'il pille les autres, je ne dis pas qu'Einstein, hein, je n'ai pas du tout critiqué ou dit qu'Einstein avait pu piller les idées de Poincaré, sûrement pas. On va voir justement, regardez cette grandeur d'âme, car il a une grandeur d'âme. Poincaré est convoqué par le secrétaire de l'Académie des sciences, qui lui dit, Poincaré, un seul mot de vous, et la loi de la relativité ne sera pas allemande, mais française. Et vous ne dites rien. Qu'est-ce que vous voulez que je dise ? Que M. Einstein m'a plagié ? Qu'il a volé mes travaux ? Je réponds non, monsieur le secrétaire. Non. D'abord parce que je n'y crois pas. Mais vous savez, monsieur le secrétaire, je trouve que c'est un bienfait qu'un jeune, alors, très opportuniste, il est vrai, très créatif aussi, et qui est malin comme un petit singe, et qui ira très loin, monsieur le secrétaire, très très loin. Oui, 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 souvenez-vous du nom d'Einstein. L'autre, il était complètement pétrifié. Il dit, mais, Poincaré, vous êtes un paresseux, parce que vous n'êtes pas allé jusqu'au bout. Ah, vous voulez parler de la loi de la loi de la relativité ? Oh oui, mais enfin les de vous, monsieur Poincaré. Ah oui, je sais, oui, mais enfin tout le monde pouvait trouver ça. Mais non, tout le monde ne pouvait pas trouver E égale MC2. Et j'ai dit oui, mais enfin vous savez, bon, c'était très simple en effet. J'en ai parlé à Hendrik. Oui, mais c'est Hendrik qui justement en a parlé à Einstein. Oui, enfin bon, mais vous n'êtes pas allé jusqu'au bout de votre démonstration, comme toujours. Poincaré, vous n'allez jamais jusqu'au bout de vos travaux. Vous êtes un instable. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Mais c'est scandaleux. Un seul mot de vous, et ce Einstein disparaît. EMC2, monsieur Poincaré, nous avons la preuve que c'est de vous. Oui, bon, oui. Oui, mais vous n'êtes pas allé jusqu'au bout. Ben non, il suffisait de mettre égal EMC2, puis c'est tout. Bon, ben qu'est-ce que vous voulez ? Moi, j'avais pas de temps à perdre, il a dit. Voilà comment est né E égale MC2. Alors, je vous dis tout de suite, hein, c'est pas de moi. Hein. C'est pas de moi, je n'ai pas inventé cela. Il a fallu que je fasse des rencontres, et il y a des publications qui ont été faites là-dessus.
Ainsi, par exemple, Poincaré. Poincaré va rencontrer Einstein. Attention, Einstein a remercié tous les scientifiques qui lui ont permis la loi de la relativité, sauf un. Il n'a jamais cité le nom de Poincaré. Mais il va rencontrer le grand Poincaré. Alors là, on va pouvoir appeler ça une synchronicité. Puisqu'on a parlé de la synchronicité dans une vidéo précédente, et bien là, c'est une sacrée synchronicité. Alors qu'il l'a fui depuis 1905, on est en 1911. Et nous sommes en Belgique. Solvay organise tous les ans une grande rencontre scientifique. Et cette année-là, c'est sur la relativité. Alors évidemment, Solvay a invité le grand Poincaré de Paris, puisqu'il y avait quand même des bruits qui circulaient, que Poincaré était pour quelque chose dans la loi de la relativité. Surtout qu'Hendrich a dit, mais attendez, la loi de la relativité, c'est pas d'Einstein, c'est Poincaré qui a utilisé le premier le terme relativité. En quelle année ? En 1898. Oh bah dites donc, Einstein n'était pas né. Alors il a bien précédé Einstein. Oui. Alors il va rencontrer, dans le congrès de Solvay, en 1911, Einstein. Alors Einstein apprend, alors qu'il est normalement sur la scène, sur la tribune, il apprend que le grand Poincaré de Paris va être présent au colloque, dites donc. Oh, lui qui l'a fui depuis le début, ça fait 6 ans qu'il court pour que surtout il ne rencontre pas ce grand Poincaré. Il est terrorisé à l'idée de rencontrer chez Solvay, au congrès de Solvay, le grand Poincaré de Paris, l'illustre savant, à qui il doit quand même beaucoup. Alors, il arrive toujours en retard, Poincaré. Alors, donc, on met M. Einstein dans un poste, dans une place présidentielle, bien en évidence devant tout le monde, et puis il reste une place de libre. Et, Einstein se renseigne. Le professeur Poincaré de Paris n'est pas là. Oh, Solvay dit, c'est même pas sûr qu'il vienne. Je crois que là, Einstein a dû aller mettre un cierge. Et puis tout d'un coup, on annonce le professeur Poincaré de Paris. Einstein, il y a des témoignages qui disent que Einstein a senti la terre se dérouler sous ses pieds. Surtout qu'il ne reste qu'une seule place en face de lui. Alors on dit, monsieur le professeur Poincaré, Albert Einstein. Ah oui. Ah, c'est vous, monsieur Einstein? Oui, monsieur le professeur. Oui. Oh, j'ai lu vos travaux. Très intéressant. Oui, l'autre, il n'ose pas répondre. Hein. Oui. Mais, dites-moi, j'ai été frappé par quelque chose. Vous me répondez si vous pouvez. Hein. Ça, c'était Poincaré. Pour pouvoir avoir trouvé la solution là, de E égale MC2, c'est bien ça. Hein, oui. L'autre répond vraiment, mais timidement. Attention, il y a l'épreuve du congrès Solvay. Hein. Et là, Poincaré dit, monsieur Einstein, vous êtes mathématicien? Non, monsieur Poincaré. Pourtant, pour avoir développé la formule de la relativité restreinte, il a fallu faire appel à une certaine mécanique mathématique. À quelle mécanique mathématique avez-vous fait appel pour pouvoir trouver ça? Il y a Solvay qui tout d'un coup se rend compte
que là, le Einstein, il est blanc, il est rouge, il est bleu, il est violet, il tremble de tous ses membres. Et, oh, mes amis, Monsieur Poincaré, on est là pour être en bonne amitié. Vous avez raison. Vous avez raison. Vous avez raison, parfaitement raison. Voilà. Enfin, je suis très heureux d'avoir fait la connaissance de ce grand monsieur qui est Albert Einstein. Voilà. Bon, très bien. Et puis bon, à la sortie, il y a un professeur titulaire de chaire de physique d'une grande université allemande qui contacte Poincaré. Professeur Poincaré. Oui. Vous avez fait la connaissance du jeune Einstein. Oui. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Vous avez échangé, nous avons échangé, oui. Et je voudrais vous poser une question indiscrète. Évidemment, c'est jamais facile. Vous avez échangé avec M. Einstein. Est-ce que vous pensez que M. Einstein pourrait occuper un poste d'enseignant dans notre université, en physique? Je ne connais pas de près M. Einstein, mais vous savez, c'est un garçon intelligent. Ah, là, là. Il est vraiment très intelligent et il ira très, 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 très loin. Oh là là. Vous pouvez sans aucune difficulté l'engager, mon cher collègue. Monsieur le professeur Poincaré, une recommandation de vous. C'est un engagement. Einstein ne saura jamais qu'il a eu le poste de professeur grâce à Poincaré, à la sortie du congrès de Solvay. On a questionné Poincaré. On lui dit, mais M. Einstein a sorti la loi de la relativité. Il a dit oui. Si vous voulez savoir si M. Einstein a plagié mes travaux, je réponds non. Je réponds non parce que, d'abord, la relativité, mon cher, n'appartient à personne. Elle n'appartient pas plus à Poincaré qu'à Einstein. C'est le premier qui a publié, mais vous savez, une grande idée, mon cher. Elle est toujours partagée par d'autres qui ignorent qu'ils la partagent. Alors, voyez-vous, je pense que, et je le crois vraiment, que M. Einstein a eu la même idée que moi, en même temps que moi. Il a publié avant. Il faut être bon joueur. C'est lui qui a la paternité de la loi. Ouais. En attendant, monsieur le professeur Poincaré, cette loi pourrait porter le nom de Poincaré. Oh, il dit, écoutez, cessez donc de croire cela. Vous savez, un scientifique, il n'est pas là, comme un politique, pour mettre son nom sur un boulevard. Eh bien, c'est ainsi. Poincaré n'aura pas. Alors que mon cousin, lui, il a son avenue. Mais moi, qui pensera à moi après mon départ de ce monde? Voilà. Eh bien, ça, c'est Poincaré. Si on avait à décrire Poincaré, est-ce qu'une citation nous dirait en 2 mots, 3 mots, qui est Poincaré? Avec la logique, nous démontrons. Avec l'intuition, nous inventons. Mais il ne faut pas se contenter de critiquer
les idées des autres. Il faut en inventer de nouvelles. Jules Henri Poincaré, juin 1908.